Eh bien, merci à tous de venir fêter les 300 ans de ce jeune homme, au regard vif, au sourire très fin et je ne sais quoi d'arrogant, disait Grimm de lui. Pardon, pas d'arrogant, d'impérieux. Françoise Launay nous a tenus en haleine avec les nouveaux éléments qui permettent d'éclaircir ce que recouvre la fameuse formule, on en a déjà entendu parler 2 fois ce matin, nec pater, nec res. Donc vous avez bien compris qu'elle voulait dire sans père ni patrimoine. Mais faut-il dire aussi sans femme et sans enfant? D'après les registres notariaux et paroissiaux, certainement. Mais comment comprendre ce que dit d'Alembert à Madame du Défend en 1753, après la parution de ces mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie? Il lui écrit « La géométrie est ma femme, et je me suis remis en ménage. » Et ce que dira Condorcet dans l'éloge de son ami, les véritables aïeux d'un homme de génie sont les maîtres qui l'ont précédé dans la carrière, et ses vrais descendants sont des élèves dignes de lui. C'est donc de ces œuvres dont je vais vous parler. Nous allons entrer aujourd'hui dans l'œuvre de d'Alembert par ce pan à la fois très connu de l'extérieur et moins bien connu de l'intérieur que constitue sa participation à l'encyclopédie. Mais il nous faut auparavant faire le point sur ce que nous savons, en général, de ses œuvres. Depuis les années 1990, Madame le secrétaire perpétuel l'a rappelé, un groupe de chercheurs s'est investi dans l'édition de ses œuvres complètes, inexistantes jusque-là. Entreprise éditoriale, bien sûr, visant à donner une édition fidèle et éclairée d'explications tout à la fois scientifiques, historiques et littéraires, mais également entreprise intellectuelle visant à comprendre l'insertion de l'ensemble des productions d'alembertiennes dans leur temps. De larges pans de cette œuvre n'avaient été que peu étudiés, voire lus depuis le XVIIIe siècle. C'est donc volontairement qu'une équipe pluridisciplinaire, à plusieurs mains, s'est constituée. Historiens des mathématiques, bien sûr, ainsi que de l'astronomie et de la mécanique, puisque nombre de résultats mathématiques de d'Alembert s'expriment dans ces domaines de mathématiques mixtes, il en sera question cet après-midi, mais aussi historiens de la grammaire et de la philosophie, puisque le souci de la langue, et en particulier de la langue des sciences, est partout présent dans son œuvre. Et pour un académicien membre des plus grandes académies de son temps, l'apport des recherches socio-culturelles sur les institutions scientifiques était tout autant essentiel. Enfin, une étude préliminaire matérielle du type décrit de d'Alembert était indispensable, tant se chevauchent, dans ce qui nous est parvenu, différents modes et supports rédactionnels. Vous voyez ici 2 pages d'un texte de d'Alembert resté totalement inédit jusqu'à il y a très peu, sur la théorie de la Lune, on en parlera aussi cet après-midi, au plus fort de la controverse en 1748, sur la validité de l'attraction newtonienne, dont les calculs semblaient mis en défaut par les observations. Après en avoir restitué l'ordre mis à mal par le temps, Michel Chaperon l'a analysé, a pu le dater et montrer l'importance de cette théorie dans la pensée de d'Alembert et plus généralement pour ce qui deviendra la mécanique céleste en publiant en particulier cette théorie dans les œuvres complètes en 2002. Les milliers de pages de manuscrits de d'Alembert, autographes ou non, parfois d'un secrétaire, parfois en plusieurs versions, souvent incomplets, toujours en désordre, les milliers de lettres dispersées à travers le monde coexistent avec des imprimés sous forme d'ouvrages, dans des périodiques, dans l'encyclopédie, sous diverses formes et plusieurs éditions. Cette tension entre approche chronologique, thématique et matérielle a pu être résolue par la publication en 5 séries et les progrès de l'édition numérique. Dans la première série des œuvres complètes de d'Alembert, on trouve ses premiers textes mathématiques à l'époque des grands traités, depuis le fameux traité de dynamique qui paraît en 1743, jusqu'à la seconde partie des recherches sur le système du monde qui paraît en 1756. Un sort à part doit être fait aux écrits sur la musique, certes peu nombreux, mais qui sont articulés autour des éléments de musique, réécriture de la théorie de Rameau d'une façon qui a marqué son temps. 3 volumes de cette série sont déjà parus. La série 2
des œuvres complètes de d'Alembert rassemble les textes que d'Alembert a écrits pour l'encyclopédie. Vous voyez ici le début de la liste des articles de d'Alembert et les textes préliminaires qu'il a écrits au début du volume 1. À l'époque des grands traités, donc, publié donc ces textes dans l'encyclopédie entre 1751 et 1765. Ici, pour cette série, c'est l'unité matérielle et partant intellectuelle qui a prévalu, puisque pour comprendre l'intervention de d'Alembert, il fallait éditer l'ensemble des articles de l'encyclopédie, y compris les volumes de planches auxquels renvoient les articles et vice-versa. Aujourd'hui, avec l'encre qu'Alexandre Guilbeault vous a présenté le 19 octobre, toutes les transcriptions sont publiées, le contexte est documenté, la notation a commencé et se poursuivra dans les années à venir. Que l'information circule, tous les nouveaux éditeurs sont les bienvenus. Vous voyez que la matière d'alembertienne, vous voyez les domaines évoqués à gauche, la matière d'alembertienne ne manque pas et les matériaux non plus. On trouve dans la série 3 les textes mathématiques de d'Alembert publiés entre 1761 et 1780, c'est-à-dire tous les opuscules mathématiques, il n'a pas arrêté de faire des mathématiques jusqu'à la fin de sa vie, plus un volume d'opuscules mathématiques restés inédits que nous publierons. La séparation d'avec la série 1 se justifie pleinement par le fait qu'à partir de 1757, d'Alembert change radicalement son mode de publication scientifique. Il ne va plus donner ensuite que peu de mémoires aux académies, ne plus éditer de traités nouveaux, se limitant à quelques éditions revues et corrigées d'anciens traités. Mais ses principales publications mathématiques revêtent cette forme d'opuscules mathématiques, d'épais volumes in quarto portant aussi bien sur la mécanique que les probabilités, l'optique ou les mathématiques, bien sûr. C'est dans cette série que paraîtra le volume rassemblant toute l'activité de d'Alembert à l'Académie royale des sciences de Paris, depuis son entrée dans la prestigieuse institution en 1741 jusqu'à sa mort en 1783. Ces textes sont non seulement pour la plupart inédits, mais le fait de les rassembler et de les annoter dans la perspective pluridisciplinaire des œuvres complètes a permis de mettre au jour un grand nombre d'interactions qui traversent la République des sciences en formation. On y voit apparaître les échanges entre les différentes sphères d'influence de d'Alembert, pousser et motiver des recherches analytiques nouvelles, ou en tout cas conformes aux mathématiques qui lui paraissent prometteuses, Condorcet et Bougainville, ce qui est également vrai de toutes les mathématiques mixtes qui passent sous ses yeux en tant que commissaire chargé d'établir un rapport, légitimement ou pas, des mémoires, des manuels et des inventions. Comment faire un cabestan efficace, calculer l'ascension de la Lune, construire un pont de bateau, apprendre les mathématiques élémentaires. Mais ce pouvoir s'exerce également sur toutes les mathématiques qui lui paraissent vaines ou fausses, quadrature du cercle ou trisection de l'angle. La condamnation est souvent sans appel lorsque le raisonnement ne tient pas debout. Ceci ne vaut rien, peut dire par exemple d'Alembert. En revanche, l'Académie examine toujours avec prudence les sujets relevant de polémiques scientifiques. Et d'Alembert le premier, qui ne cesse d'opposer l'examen raisonné d'ensemble d'expériences et de calculs à l'esprit de système. Il écrit « L'esprit de système est dans la physique, ce que la métaphysique est dans la géométrie. S'il est quelquefois nécessaire pour nous mettre sur le chemin de la vérité, il est presque toujours incapable de nous y conduire par lui-même. » Et inversement, cela ne l'empêche pas de dénoncer aussi l'esprit de calcul outré, comme dans l'article fluide de l'encyclopédie. Cette autre façon d'approcher et de représenter la vérité de la nature est à l'œuvre lorsque d'Alembert écrit un long article sur la figure de la Terre dans l'encyclopédie, contenant le fameux « savoir et douter », décliné tout au long de son œuvre et ailleurs dans l'encyclopédie. Survolons la fin de cet article pour apercevoir l'intense et nouvelle intrication entre les activités académiques et la diffusion des savoirs via les encyclopédies et dictionnaires. Le dernier paragraphe de cet article Figure de la Terre décline en effet une bibliographie qui fait écho aux 2 séances hebdomadaires de l'Académie des sciences où se lisent et se jugent
mémoires et observations. Tous les ouvrages cités par d'Alembert, que vous voyez ici, dans son volume publié en 1756, sont très récents, il suffit de parcourir les dates, et transmettent le contenu des meilleures mémoires publiées par l'Académie. Il n'y a quasiment que des académiciens. Inversement, la publication des textes des rapports effectués par les académiciens suit de près l'actualité mathématique, voire l'anticipe. Vous voyez ici un rapport de d'Alembert de 1742. L'encre est un peu pâle. Nous avons examiné, par ordre de l'Académie, un traité de M. Fontaine qui a pour titre « Le calcul intégral », dit le rapport autographe de d'Alembert du 17 janvier 1742, qui s'insère dans le conflit opposant Fontaine et Clairaut sur la priorité de résultats concernant l'intégration des équations différentielles. D'Alembert loue, à juste titre, la qualité des résultats de ce long mémoire de Fontaine, qui suit une voie algébrique plutôt que géométrique, à l'image des méthodes utilisées par d'Alembert à partir de 1745, comme vous en verrez, d'Alembert et d'autres, comme vous en verrez de nombreux et lumineux exemples cet après-midi. Ce rapport est intéressant à plus d'un titre, en particulier parce qu'il est le premier rapport de d'Alembert portant sur un texte important de mathématiques réalisé avec l'abbé Degois de Malves, dont Françoise a parlé tout à l'heure, et qui a contresigné ce rapport, par d'Alembert, à peine entré à l'Académie comme adjoint astronome en 1741, et que ce rapport va probablement contribuer à la promotion de Fontaine comme pensionnaire 4 mois plus tard et à l'intérêt porté par d'Alembert aux méthodes algébriques. Mais vous pouvez également y voir une des premières traces conservées de la signature de d'Alembert, en bas à droite, qui ne porte alors ce nom, Françoise l'a expliqué, d'Alembert que depuis quelques années, 1739 à peu près. D'Alembert avec un D majuscule ou minuscule, l'utilisation de la double graphie, D majuscule ou minuscule, est toujours l'occasion de rappeler ce à quoi d'Alembert tenait, à savoir qu'il se fit un nom grâce à ses talents et non grâce à sa naissance, un nom donc, un nom de postérité où subsistait une certaine fantaisie. Ce leitmotiv qui fonde l'exigence de dignité des philosophes, dont a parlé Elisabeth Badinter, on le lit par exemple dans l'épître dédicatoire au marquis Lomellini, en tête des recherches sur la précession des équinoxes en 1749. D'Alembert écrit à Lomellini « Ce n'est point à votre naissance que je rends hommage, ce serait mettre vos ancêtres à votre place et oublier que j'écris à un philosophe. » Des lettres, des vraies lettres au marquis Lomellini ayant voyagé par les chemins poussiéreux ou boueux de Paris ou de l'Europe, nous n'en avons pas retrouvé. Mais je ne parlerai ici ni de la série 4 des œuvres complètes de d'Alembert, où l'on trouve les mélanges, qui ont si bien œuvré à sa reconnaissance littéraire en 1753, ni de la série 5 de la correspondance, dont 2 volumes sont déjà parus, dont l'inventaire analytique, et qui entame à peine ces gros morceaux que sont sa correspondance avec Voltaire et avec Frédéric II et la correspondance de Lagrange, qui était si chère au cœur de Jean-Pierre Cahane, dont nous rappelons ici la mémoire. Car il est temps maintenant de parler du passage de la traduction de l'encyclopédie newtonienne de Chambers à l'organisation, de ce passage donc, à l'organisation physico-mathématique de d'Alembert dans l'encyclopédie. Ce n'est en effet pas le philosophe animant le salon du Madame du Deffand de ses traits d'esprit que les libraires ont engagé. En août 1747, lorsque le breton David Durand et Briasson, dont vous voyez le nom ici sur le prospectus de l'encyclopédie, donc lorsque les libraires rompent leur engagement avec l'abbé Degois, l'académicien dont vous avez vu la signature, pour ce qui n'était encore qu'une traduction de la Cyclopédia d'Ephraim Chambers, ils engagent comme éditeurs en titre d'Alembert et Diderot. Si Diderot n'est encore admiré ou jugé dangereux que dans un cercle restreint, d'Alembert a déjà son nom, publié dans l'Almanach royal depuis 1742, et il peut se prévaloir de la publication chez David de 2 importants ouvrages physico-mathématiques, le traité de dynamique et le traité de l'équilibre et du mouvement des fluides, nous en avons parlé.
bien que nec pater nec res, comme l'avait vilipendé le jésuite Toloma, c'est-à-dire comme étant sans père ni fortune, d'Alembert est dès 1741 bien introduit dans le milieu académique, et plus encore à partir de 1746, où d'un mouvement fortement impulsé par Maupertuis, nous en avons déjà parlé, il obtient le prix et le statut d'associé de l'Académie de Berlin. Le par Monsieur d'Alembert de l'Académie royale des sciences de Paris et de l'Académie royale de Berlin du prospectus que vous avez sous les yeux, diffusé en novembre 1750, a donc tout son sens. Avant même que d'accepter la codirection de la future encyclopédie et de passer contrat avec les libraires, Diderot et d'Alembert étaient déjà engagés dans la traduction de la Cyclopédia de Chambers, dont vous voyez ici la page de titre du premier des 2 volumes. Devenu éditeur, quant à la partie mathématique pour d'Alembert, le travail prend une toute autre ampleur que décrivent le prospectus, le discours préliminaire des 2 éditeurs du tome 1, Diderot dans l'article encyclopédie et d'Alembert dans l'article dictionnaire. D'Alembert offrait donc toutes les garanties de respectabilité et d'entre-gens académiques et inversement, son intérêt pour Newton et les sciences physico-mathématiques ne pouvait que tirer profit de cet exercice de traduction et de révision de l'encyclopédie anglaise, dont la première édition avait paru à Londres en 1728, c'est ce que vous voyez là, et dont la 5e édition datait de 1743. Cet intérêt ne transparaît pas seulement dans le fameux discours préliminaire du tome 1, dont d'Alembert dira qu'il est la quintessence des connaissances mathématiques, philosophiques et littéraires qu'il avait acquises pendant 20 années d'études. En effet, chargé de la partie mathématique au sens large, c'est-à-dire avec la physique générale, ce qui comprend de nombreux articles de musique, d'Alembert a tenu à y intégrer nombre de choses nouvelles, y compris tirées de ses travaux les plus récents. On trouve dans ces articles calcul différentiel, géométrie, mais aussi dictionnaire, érudition ou éléments des sciences, des informations et des synthèses que l'on chercherait en vain dans le reste de son œuvre, même si celle-ci entretient un rapport fécond avec ses articles. Vous voyez ici éléments des sciences sur l'interface encre, et dans cet article, d'Alembert dit la difficulté et la nécessité de circonscrire l'usage de la définition. D'Alembert a donc construit, à partir de la traduction de la Cyclopédia de Chambers, qui lui donnait tous les éléments newtoniens en mécanique, en astronomie, en optique, un édifice épistémologique physico-mathématique que déclinent les différents articles du dictionnaire. Cet édifice reste néanmoins un chantier ouvert, certaines parties en étant plus abouties que d'autres. C'est à partir de l'analyse différentielle intégrale et des sciences physico-mathématiques, et plus particulièrement de l'astronomie, que d'Alembert jette les bases d'une réflexion critique qu'il aimerait voir étendue, c'est-à-dire en se méfiant de ce qu'il appelle les abus du calcul dans la physique. Là, dans l'article Sciences physico-mathématiques, que vous voyez à l'écran, à cet égard très clair, qui dénonce d'un côté le recours à des raisonnements vagues et obscurs, à défaut de démonstrations rigoureuses, c'est à la fin du second paragraphe, et qui loue de l'autre, dans la partie en dessous que vous ne voyez pas, l'une des branches les plus brillantes et les plus utiles des sciences physico-mathématiques, l'astronomie physique, comprendre aujourd'hui la mécanique céleste, non la chimère des tourbillons, mais l'explication des phénomènes astronomiques par l'admirable théorie de la gravitation. Voyez gravitation, attraction, newtonianisme. Si l'astronomie est une des sciences qui font le plus d'honneur à l'esprit humain, l'astronomie physique newtonienne est une de celles qui en font le plus à la philosophie moderne. À cette occasion, vous voyez sur l'écran, à la droite, sur l'interface, un des outils que nous avons développé pour chacun des 70 000 articles, la liste des constituants encyclopédiques repérés. Ici, par exemple, outre la signature, le rond entre parenthèses de d'Alembert, la liste des renvois de l'article. On cite volontiers la fin de l'article géomètre, dont je ne rappelle que cette phrase. Il me reste peu, on parlera davantage, je pense, cet après-midi. C'est l'utilité dont cette étude peut être pour préparer comme insensiblement les voies à l'esprit philosophique et pour disposer toute une nation à recevoir la lumière que cet esprit peut y répandre. Du point de vue partagé par les 2 éditeurs de l'encyclopédie, Diderot et d'Alembert,
Cette diffusion de la lumière des savoirs passe par des voies privilégiées lors de l'élaboration d'un dictionnaire encyclopédique bien fait. En effet, la langue et les interactions des connaissances sont inscrites au cœur du processus. Choix attentif de la nomenclature, c'est-à-dire de l'ensemble des mots définis par le dictionnaire, ici le mot géomètre, et choix attentif également des renvois entre les mots. Nous venons de voir les renvois de physico-mathématiques. Diderot s'en félicite dans son article « Encyclopédie ». Qu'on ouvre les dictionnaires du siècle passé, on y trouvera à aberration rien de ce que nos astronomes entendent par ce terme. Et en effet, d'Alembert fait entrer pour la première fois dans un dictionnaire la nouvelle acception astronomique du terme d'aberration. Dès le premier volume, vous le voyez ici, l'article « Aberration en astronomie » prend acte de la découverte faite par Bradley en 1727 et répercutée en France par Clairaut dans un mémoire de l'Académie royale des sciences paru en 1740. Le phénomène, la modification de la direction apparente d'une étoile, est expliqué par la vitesse de la lumière. Cette signification du terme aberration est entièrement différente du sens optique et conditionne une découverte fondamentale. Voltaire, informé par Clairaut, y faisait allusion dans ses éléments de la philosophie de Newton, paru en 1738, mais il s'agit ici de la première apparition dans un dictionnaire de ce terme astronomique, car la Cyclopédia, même dans son édition de 1741, n'en soufflait mot. Cette attention à l'exactitude scientifique des mots de la langue, par opposition à une approche superficielle des connaissances, nous la trouvons à nouveau sous la plume de Diderot, toujours dans l'article « Encyclopédie », qui s'insurge contre ceux qui ignorent que les scientifiques, également membres de l'Académie française, permettent de rectifier les définitions de termes courants comme midi. Et de fait, on peut suivre la rectification de la définition du terme midi dans le dictionnaire de l'Académie française. Dans l'édition de 1740, l'Académie écrit midi, le milieu du jour, le point qui partage le jour également entre le soleil levant et le soleil couchant. Définition qui devient dans l'édition de 1762 le milieu du jour, le point qui partage le jour également ou à peu près entre le soleil levant et le soleil couchant. Elle paraît bien insignifiante, cette simple addition du terme « à peu près », qui ne prend toute son importance que si l'on lit l'article midi de l'encyclopédie, cette fois-ci, où d'Alembert explique « Le moment de midi divise à peu près le jour en deux parties égales. Nous disons à peu près, se justifie d'Alembert, parce que cela n'est vrai exactement que dans le temps où le soleil est au solstice et où le moment du midi est le même que celui du solstice. » D'Alembert explicite ensuite la raison géométrique de cet à peu près et renvoie à son article « Correction du midi », question qui avait été l'objet de ses premiers travaux d'astronomie envoyés à l'Académie de Berlin en 1746. On voit ici, sur ce qui pourrait apparaître à la première lecture comme des points de détail, que l'épistémologie d'Alembertienne irrigue toute sa conception des définitions exactes. Mais plus encore peut-être que cet examen rigoureux appliqué par le mathématicien à la langue des sciences, ou parallèlement en tout cas, c'est l'exercice de l'esprit critique du philosophe qui a frappé tous ses lecteurs. Et je commencerai par citer l'avertissement du tome 3, qui répond avec ironie aux critiques des pères jésuites, à savoir que l'on trouvera dans l'encyclopédie, ce que vous voyez en haut, des articles pour les philosophes et non pour les pères de l'Église. Et après avoir listé ce qui est sauté ici, ce que l'on ne trouvera pas dans l'encyclopédie ou que l'on trouvera uniquement pour servir à l'histoire des idées et des sciences, d'Alembert conclut « Parce que l'encyclopédie doit tout au talent et rien au titre, et qu'elle est l'histoire de l'esprit humain et non de la vanité des hommes. » Excite toutes les petites histoires de princes, d'évêques, etc. Au mérite plutôt qu'à la naissance, tout est dit ici, et on l'a dit mieux que moi, avant moi, à ce pupitre. Et pour discerner les mérites, l'encyclopédie va proposer de nombreuses pistes. L'une est celle de l'éducation, et l'on connaît l'article Collège de d'Alembert qui s'en prend au fondement de l'enseignement jésuite et propose de commencer par la philosophie, car il faut apprendre à penser
avant que d'écrire. Il préconise ensuite de cesser de parler à tout instant aux jeunes nobles de leur naissance, car cela leur inspire des sentiments d'orgueil à l'égard des autres. On sent le vécu. Cette éducation géométrique tiendrait la jeunesse éloignée des fanatiques chorales religieuses que d'Alembert dénonce dans les articles convulsionnaires ou formulaires, allez voir, paroles amplifiées par l'article « Intolérance » de Diderot, que si vous ne l'avez jamais lu, je vous conseille de lire facilement sur l'interface encre. Elle devrait permettre également au lecteur de porter son attention critique sur les rapports entre science, pouvoir et religion. Dans le discours préliminaire, d'Alembert dénonçait le despotisme théologique dans l'histoire. L'abus de l'autorité spirituelle réunie à la temporelle forçait la raison au silence, et peu s'en fallut qu'on ne défendît au genre humain de penser. Ainsi, l'article antipode d'Alembert rappelle avec ironie que le pape déclara hérétique un prêtre qui avait émis l'idée qu'il existait des hommes aux antipodes. Il faut lire également son article Copernic, destiné peut-être à Benoît XIV, ce pape ouvert aux nouvelles idées, qui allait le nommer membre de son Académie de Bologne. Il y énumère, je vous laisserai le lire, les interdits de penser et les persécutions subies par les savants. Pour terminer, je reviendrai sur les interactions entre ces mathématiques rêvées et les mathématiques qu'il pratiquait dans son quotidien académique, avec le souhait qu'avait d'Alembert de voir écrire un traité d'analyse, comme il l'avait dit dans l'article « Analyse de l'encyclopédie », pour augmenter ce qui concerne le calcul intégral. Christian Gillin a montré qu'à défaut de l'écrire lui-même, d'Alembert a largement inspiré celui de Bougainville. C'est ce double mouvement de géométrie appliquée et de géométrie militante qui constitue un des moteurs de l'encyclopédie, où les mathématiques sortent de l'académie pour militer en faveur de l'esprit critique. Je vous remercie. Merci beaucoup aussi pour ce très bel exposé. On peut prendre 2 minutes pour des questions. Jacques Lascar. Vous avez montré les volumes parus. J'attends la date de parution des suivants. Tout bientôt, Marie Jacob, qui est ici, est responsable du volume suivant qui paraîtra, qui est particulièrement bienvenue ici, puisque ce sera en 1 ou 2 volumes, tellement c'est important. L'activité de d'Alembert à l'Académie des sciences, donc tous ces rapports dont j'ai parlé, ces discours, et donc ça devrait paraître courant 2018. Et le volume 1.9 ? Alors, le volume 1.9, il sera avant, disons, il y en a d'autres avant, mais le 1.9, dont la responsable est Michel Chaperon, qui a déjà publié le volume sur la théorie de la Lune, et avec Jean Souchet, le volume sur la précession des équinoxes. Donc Michel, qui est aussi sollicité pour le volume d'Alembert, académicien des sciences, a beaucoup avancé sur ces volumes. Simplement, ça sera en 2 parties, puisque les recherches sur le système du monde, elles sont déjà en 2 parties à l'époque de d'Alembert, et donc c'est un gros morceau de mécanique céleste, et je pense que ce ne sera pas avant 2019. Voire un peu plus tard, ça va dépendre de la disponibilité de Michel Chaperon.